Chaque matin, avant même le lever du soleil, l'odeur de la terre humide s'infiltrait par la fente de la fenêtre. C'était le seul signe que le monde existait encore au-delà de ces murs. Mariana ouvrait toujours les yeux ainsi, le nez avant les yeux, l'odeur avant la lumière, et restait immobile quelques secondes sur l'étroit lit de la chambre du fond, écoutant la maison s'éveiller autour d'elle. La maison ne lui appartenait pas. C'était la pensée qui me venait aussitôt après, comme toujours, telle une petite mais lourde pierre qui tombait au centre de ma poitrine chaque matin sans faute. Elle se leva lentement, non par fatigue, mais par habitude de ne faire aucun bruit. Des années à faire cela avaient rendu ses pas presque imperceptibles. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle ne voulait pas être remarquée, remplissant la bouilloire, coupant le pain, mettant la table avec la précision silencieuse de quelqu'un qui avait appris que se faire discret était une façon de survivre. Elle avait 28 ans, et il semblait que la vie ait décidé de la mettre à l'épreuve avec une patience cruelle. Elle était arrivée dans ce petit village de campagne 3 ans plus tôt, fuyant une relation qu'il avait laissée avec pour seul bien une valise et une honte persistante. Elle avait trouvé un emploi dans une boulangerie, puis dans une pharmacie, puis plus rien pendant 2 mois, puis comme aide ménagère chez Donna Conceição, une femme de 70 ans qui passait ses journées entre le chapelet et les feuilletons et qui était décédée paisiblement un mardi après-midi, sans drame, sans prévenir, comme si elle avait simplement décidé que le moment était venu. Avec la mort de Donna Conceição, Mariana perdit sa chambre, son travail, et la seule personne dans cette ville qui connaissait son nom complet. C'est Patricia, la fille de Donna Conceição, qui suggéra, de cette douce voix qui dissimulait une certaine indifférence, qu'il y avait peut-être une place à prendre à la ferme des Almeida, que l'homme était veuf depuis 2 ans, qu'il avait 3 jeunes enfants, qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper de la maison et des enfants, qu'il payait bien et qu'il fournissait le gîte et le couvert. Mariana entendit le « ils payèrent bien », avec une attention qu'elle-même jugeait méprisable, mais il y avait des factures, et il y avait ce vide, cette absence d'endroit où aller. Elle est donc partie. La ferme se trouvait à 40 minutes de route de la ville, par un chemin de terre qui devenait boueux sous la pluie et poussiéreuse au soleil, ce qui la rendait toujours plus ou moins impraticable. Mariana arriva un mercredi matin, portant la valise qu'elle avait apportée de la ville précédente, avec la même lassitude que celle de quelqu'un qui avait tant déménagé, qu'elle avait appris à ne plus s'encombrer de ses affaires. Juan Almeida l'accueillit dans la cour de sa maison avec une expression ni hostile ni chaleureuse. C'était simplement l'expression d'un homme débordé, grand, les épaules larges, les mains robustes. Il semblait avoir été fait pour le labeur, et une fatigue invisible l'habitait. C'était la fatigue de quelqu'un qui, pendant 2 ans, avait tenté de sauver une vie qui menaçait de s'effondrer. « Êtes-vous Mariana » demanda-t-il sans lui serrer la main. « Sûr. »« Les enfants sont difficiles, » dit-il, comme pour les prévenir. « Non pas par méchanceté, c'est juste qu'ils ont perdu leur mère et qu'ils ne savent pas encore comment gérer ça. Lucas a 8 ans, Clara 6 et Bento 4. Bento fait encore pipi au lit de temps en temps. Il n'y a rien de mal à ça. » Elle remarqua qu'il avait prononcé cette dernière phrase. Mais il n'y a absolument aucun problème avec ça, avec une fermeté qui semblait s'adresser à la fois à elle et à lui-même. Comme si, à un moment donné, quelqu'un avait insinué qu'il y avait un problème. « D'accord, » dit-elle. Il l'a fait entrer dans la maison. C'était une grande maison pour un homme seul, avec 3 enfants, mais il y régnait une sorte de négligence qui n'était pas de l'insouciance, mais une absence. Les choses étaient impropres, plus ou moins rangées, mais il manquait quelque chose que Mariana ne parvenait pas à nommer sur le moment. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendrait. Il manquait cette attention particulière qui transforme une maison en foyer. Les détails. Le vase aux fleurs artificielles que personne ne pensait plus à changer. La photo de travers au mur que personne ne redressait plus. Le tapis qui avait glissé de 2 empans et se retrouvait ainsi. C'étaient les signes d'une douleur qui avait arrêté le temps. Les enfants étaient plus difficiles qu'ils ne l'avaient promis. Lucas, l'aîné, la regarda avec une méfiance trop mature pour un garçon de 8 ans. Ce n'était pas de la colère, mais une évaluation. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà appris que les gens partent et que, par conséquent, il valait mieux ne pas les laisser entrer avant d'en être sûr. Clara ne lui adressa pas la parole les premiers jours. Elle répondait par monosyllabes quand c'était nécessaire, détournait le regard et s'éloignait lorsque Mariana s'approchait pour lui tresser les cheveux ou l'aider à faire ses devoirs. Il y avait là une forme de loyauté, comme si aimer une autre femme était une trahison envers la mère qui était partie. Bento était différent. Il avait 4 ans et n'avait pas encore appris à se défendre. Il la suivait partout dans la maison à petits pas, apparaissait dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait, glissait sa petite main dans la sienne lorsqu'ils allaient au poulailler ramasser les œufs. Il ne demandait rien,
Il restait simplement près d'elle, comme si sa présence suffisait. Mariana apprit d'abord à apprécier le silence de Bento. Ruan apparaissait rarement en journée. Il partait avant 6 heures, revenait au crépuscule, mangeait ce qu'elle avait laissé couvert sur le feu, échangeait quelques mots avec les enfants, puis disparaissait dans son bureau ou sa chambre. Il y avait entre eux une distance qu'elle respectait depuis le début, non par indifférence, mais parce qu'elle comprenait la nature de cette souffrance. C'était la souffrance de quelqu'un qui avait perdu pied et qui n'avait pas cessé de chuter. Elle ne posa pas de questions. Elle fit ce qu'elle avait à faire, et le temps passa. Il y avait une femme qui venait parfois à la ferme, une cousine de Ruan nommée Fernanda, qui arrivait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît bien les lieux et sait que son avis est bienvenu. Elle regardait Mariana comme certaines femmes regardent les autres, d'un regard rapide, sans chercher à les connaître. « Ruan a besoin de quelqu'un du coin », lui dit Fernanda un après-midi, sans se soucier de la présence de Mariana dans le couloir. « Quelqu'un que les enfants connaissent déjà, quelqu'un que la famille approuve. » Ruan n'a pas répondu. « Embaucher une inconnue comme ça, sans aucune référence », poursuivit Fernanda. « Elle a bonne réputation, » dit-il, avec une lassitude qui n'était ni de la défense ni de l'approbation. C'était simplement la lassitude de quelqu'un qui n'a plus la force de se battre. Mariana continuait de plier les vêtements des enfants dans le couloir. Elle le faisait lentement, avec soin, comme si ses vêtements méritaient toute son attention. C'était une façon qu'elle avait mise au point pour empêcher les pensées extérieures de l'envahir. Se concentrer si intensément sur une petite chose que tout le reste restait à l'extérieur. Mais ils sont entrés. Ils entraient toujours. Elle a dormi avec pendant quelques jours. Étrange, sans contexte. Comme un objet d'origine douteuse apparu dans la maison sans explication. Il avait un nom, une histoire, des raisons d'être, mais celles-ci restaient invisibles à ceux qui refusèrent de les voir. Et au milieu de tout cela, il y avait une douleur particulière qu'elle connaissait bien, la douleur d'être considérée comme inférieure avant d'être considérée comme quelqu'un. Les semaines se sont transformées en mois. Clara commença à lui parler par nécessité. Elle avait besoin d'aide pour sa dissertation. Puis, peu à peu, par habitude. Plus tard, leur relation prit une tournure presque affectueuse, même si Clara ne savait toujours pas comment l'interpréter. Un après-midi, en rentrant de l'école, elle prit la main de Mariana sans raison apparente. Elle la prit simplement, et la lâcha aussitôt, comme si elle avait réalisé son geste. Mariana ne dit rien. Elle garda la main ouverte le long de son corps un instant, comme pour prolonger le geste. Lucas mit plus de temps. Mais un jour, un samedi après-midi où il pleuvait des cordes, et où ils étaient tous les trois coincés à l'intérieur, il s'assit à la table de la cuisine pendant qu'elle préparait un gâteau, et l'observa en silence si longtemps qu'elle finit par lui demander s'il voulait l'aider. Il répondit qu'il ne savait pas. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de savoir, qu'il suffisait de mélanger. Il mélangea. Il en renversa un peu. Elle ne s'en plaignit pas. Il mélangea de nouveau, cette fois avec plus de précaution, et une concentration sur son visage laissait transparaître au fond un soulagement. Ils mangèrent le gâteau encore tiède, tous les trois assis à table, tandis que la pluie tombait dehors. Ruan était allé en ville, personne ne les observait, ni ne les désapprouvait. Il n'y avait que 4, le parfum de vanille et le bruit de la pluie. Mariana chérissait cet après-midi passé à l'endroit où elle conservait ses plus beaux souvenirs. Un dimanche d'octobre, Bento avait une forte fièvre. Elle le réveilla pour lui donner à boire, et il était si brûlant que cela l'effraya. Ruan était parti en réunion, et le téléphone tombait sans cesse sur sa messagerie. Il était presque minuit. Sa fièvre montait. Bento pleurait de ces petits cris d'enfant malade qui brisent dans le cœur de quiconque est prêt à souffrir. Elle le plaça dans un bain chaud. Elle resta auprès de lui maintenant la tête hors de l'eau, fredonnant une chanson sans paroles qu'elle avait improvisée sur le champ, faute de se souvenir de vraies chansons. Bento se calma. La fièvre tomba. Lorsqu'il s'endormit enfin sur ses genoux, les cheveux humides collés à son front, elle demeura immobile un long moment, sans oser bouger. Ruan arriva 1 heure plus tard, ouvrit la porte de la chambre de son fils, avec la hâte coupable de quelqu'un arrivé trop tard, et les trouva tous les deux ainsi. Elle assise sur le lit, avec Bento, endormi sur ses genoux, avec l'expression de quelqu'un qui s'était trouvé au bon endroit au bon moment. Il resta immobile sur le seuil. Elle dit doucement « La fièvre est tombée, il va bien ». Ruan resta silencieux un instant. Puis, il dit « Merci ». Sa voix n'avait rien d'un remerciement de chef. Elle sonnait plus âgée, plus intime, le genre de « merci » qu'on prononce quand on pense à autre chose sans encore savoir quoi. Elle hocha la tête. Elle déposa délicatement Bento sur le lit, en veillant à ne pas le réveiller. Elle quitta la chambre sans jeter un dernier regard à Ruan. Mais après ça, il y avait quelque chose de différent dans l'air.
Elle ne pouvait pas le nommer. Elle le sentait, c'est tout. Novembre arriva avec une chaleur sèche qui fissurait la terre des pâturages. Les vaches restaient près de l'étang, les chiens s'allongeaient à l'ombre des arbres, et les après-midi avaient cette atmosphère particulière de silence pesant que la chaleur impose à toute chose. Ruan commença à apparaître plus souvent dans la cuisine en fin d'après-midi. Sans raison apparente. Parfois il prenait un verre d'eau qu'il aurait manifestement pu se servir à un autre moment. Parfois il s'appuyait contre l'encadrement de la porte et posait des questions sur quelque chose dans la maison, sur les enfants, sur un achat à faire. C'étaient des conversations anodines, sans importance apparente, mais il y avait en elle une attention qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Il écoutait ses réponses. Non pas d'un air distrait, comme on pose des questions par obligation, il écoutait vraiment, les yeux rivés sur elle, avec une présence qu'elle ne savait pas vraiment définir. Un après-midi, alors qu'elle coupait des oignons, il a dit, hors de son contexte, « Tu cuisines comme Anna ». Elle ne savait pas qui était Anna, puis elle comprit. Elle resta silencieuse un instant, incertaine s'il s'agissait d'un compliment ou d'une expression bruyante de chagrin. « Il pourrait s'agir d'une coïncidence », a-t-elle dit. « Peut-être », acquiesça-t-il. Mais il resta là quelques minutes de plus, sans partir. Elle réalisa qu'il apprenait peu à peu à exister dans le même espace qu'elle, sans le poids de la culpabilité qu'il avait portée pendant les premiers mois. Comme si sa présence dans la vie quotidienne de la maison avait, sans le vouloir ni l'intention, contribué à guérir quelque chose. Elle ne s'attarda pas longtemps sur cette pensée. Elle avait appris qu'un espoir mal géré fait plus mal que l'absence. C'est par un après-midi de décembre que les choses ont basculé comme elles basculent vraiment, sans prévenir, à cause d'une broutille. Fernanda était revenue, cette fois-ci avec sa mère, une dame aux cheveux blancs assise dans le salon, comme si elle inspectait une propriété. Elles parlèrent de la ferme, des enfants, du besoin de stabilité, avec l'attention de celles qui insistent pour être entendues, même lorsqu'elles font semblant de simplement bavarder entre elles. « Ruan mérite quelqu'un de la famille », a déclaré la mère de Fernanda. « Quelqu'un qui restera, pas n'importe qui passe. » Mariana était dans la cuisine. Elle pouvait tout entendre. Elle continua de couper la carotte. Elle continua. Le couteau s'abaissait au bon rythme, les morceaux prenant la bonne taille. Elle continua parce que c'était ce qu'elle savait faire quand les mots essayèrent de venir, occuper ses mains, garder le rythme, garder la forme. Plus tard, une fois les visiteurs partis et les enfants endormis, elle sortit dans le jardin et resta là, dans la douce obscurité de la nuit, à contempler le ciel étoilé. Un grillon chantait. Une grenouille, au loin, l'odeur de la terre conservait encore la chaleur du jour. Elle a songé à partir. Elle réfléchit avec le sérieux de quelqu'un qui est parti maintes fois et qui en connaît le poids. Elle pensa à la valise au fond de l'armoire qu'elle n'avait jamais complètement défaite, comme un signe qu'une part d'elle savait qu'elle devrait repartir. Elle pensa à Bento, et à la façon dont il avait posé sa main sur la sienne sans demander la permission. Elle pensa à Clara lui tenant la main sur le chemin de l'école, puis la lâchant aussitôt. Elle pensa à Lucas remuant le gâteau, la langue tirée par la concentration. Il pensait que ses enfants n'avaient pas demandé à perdre leur mère. Il resta immobile pendant longtemps. Ruan la trouvait ainsi, debout dans la cour, le regard levé. Il s'approcha silencieusement, ce qu'elle remarqua sans réagir. Ils restèrent un instant côte à côte, silencieux, bercés par le chant des grillons et la douce chaleur de la nuit. « Tu as entendu ce que tante Céleste a dit ?» demanda-t-il. Ce n'était pas une question. « J'ai entendu. » Un autre silence. « Je ne suis pas d'accord, » a-t-il dit. « Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou non, » répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. « Ce que les gens pensent de moi ne vous regarde pas. » « Ça me regarde quand ça se passe chez moi. » Elle n'a pas répondu. Il resta silencieux un moment, et ce silence avait quelque chose de différent des autres. C'était le silence de quelqu'un qui rassemblait le courage de dire quelque chose qu'il avait gardé pour lui depuis trop longtemps. « Tu penses partir ?» demanda-t-il. Elle n'a pas répondu immédiatement, puis elle a dit « Je le suis toujours. » Pourquoi ? Elle faillit rire, pas ironiquement, mais pour quelque chose de plus complexe, de plus profond. Elle le regarda pour la première fois depuis son arrivée dans la cour, et elle perçut sur son visage une attention qu'elle reconnut comme rare. Ce n'était pas encore du désir, c'était quelque chose de plus sincère, l'attention de quelqu'un qui souhaite vraiment savoir. « Parce que je n'ai pas ma place ici, » dit-elle. « Je n'ai jamais eu ma place nulle part. J'ai quitté tous les endroits où je suis allée, et aucun ne m'a demandé de rester. » Il continuait de la fixer. « Je demande, » dit-il. Elle sentit cette sensation lui tomber dessus d'une manière étrange, à la fois lourde et légère, comme lorsqu'il pleut, et que l'odeur de la terre change d'un instant à l'autre, et qu'on réalise que quelque chose de sec est devenu humide.
Vous demandez cela pour le bien des enfants, dit-elle, et il y avait dans ces mots à la fois l'instinct protecteur d'une femme déjà déçue et l'honnêteté de quelqu'un qui préfère connaître la vérité, même si elle fait mal. « Je le demande pour le bien des enfants », a-t-il confirmé. Puis il a marqué une pause, comme s'il pesait ses mots. « Et je le demande aussi pour moi-même. » Le grillon continuait de chanter. La grenouille, plus loin. Elle le regarda longuement. Il y avait dans son visage quelque chose qu'elle reconnaissait de loin, l'expression d'un homme qui avait passé tant de temps à protéger ses propres sentiments qu'il avait fini par ne plus vraiment savoir ce qu'il ressentait. Qui confondait gratitude et affection et culpabilité et loyauté envers la femme qu'il avait aimée et perdue. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, » dit-elle, non pas cruellement, mais avec la bienveillance de quelqu'un qui ne veut pas que quelque chose de fragile se brise avant même d'avoir eu la chance de devenir réalité. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je sais que lorsque je suis arrivé tard cette nuit fiévreuse et que je t'ai vu tenant bento, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, et il m'a fallu des semaines pour comprendre ce que c'était. » Qu'est-ce que c'était ? Il resta silencieux un instant. Le sentiment que tout allait bien se passer. Elle l'a laissé atterrir. Puis elle dit, très doucement, presque pour elle-même, « Vos enfants n'ont pas de mère, et moi, je n'ai pas d'enfant. » Un silence. « Me voici !» Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était quelque chose de plus authentique, la reconnaissance de deux souffrances qui, par hasard, avaient trouvé le moyen de se côtoyer. Il ne bougea pas immédiatement, il resta immobile. Puis, lentement, il posa sa main sur la sienne, qui reposait sur la clôture en bois du jardin. Et ils restèrent ainsi, sans serrer, simplement main dans la main. Le grillon chantait. Les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Ce n'était pas comme ça. La vie réelle ne fonctionne pas ainsi, et cette histoire le sait. Fernanda était toujours présente. Elle donnait toujours son avis. Mariana, elle, écoutait et savait doser les efforts. Mais maintenant, il y avait une différence. Ruan était là. Non pas comme un bouclier, mais comme une présence. Comme quelqu'un qui avait choisi de voir. Un matin de janvier, Lucas lui a demandé si elle comptait rester. Sans détour, sans tergiverser, avec ce regard d'enfant qui n'a pas encore appris à dissimuler ce qui compte vraiment. Elle resta silencieuse pendant une seconde. « Pour l'instant, oui, dit-elle. Puis, en le regardant, elle ajouta « Et pour un bon moment encore. » Il hocha la tête gravement, comme quelqu'un qui vient de recevoir une information importante et a besoin d'un moment pour l'assimiler. Puis il retourna à son petit déjeuner. Cela suffisait. Clara a commencé à l'appeler Mariana quand elle avait besoin de quelque chose. Pas d'une jeune fille, comme les premiers mois, pas vous, avec cette façon de ne jamais donner de nom, mais Mariana. C'était un petit détail. C'était tout. Bento n'avait plus fait pipi au lit depuis 3 semaines. Ruan le lui avait annoncé de cette voix paternelle qui s'efforçait de dissimuler son affection, sans y parvenir. Elle avait souri. Non pas le sourire professionnel qu'elle arborait pour paraître compétente, mais l'autre, celui qui surgit quand on ne fait pas attention à son propre visage. Il avait contemplé ce sourire une seconde de trop. Février apporta la pluie. La terre qui s'était fissurée redevint de la vraie terre, sombre, humide, imprégnée de cette odeur que Mariana avait appris à associer au réveil. Un matin, elle était seule sur la véranda, les enfants dormant encore, Ruan étant partie plus tôt pour vérifier une clôture emportée par la pluie. Elle tenait son café, observant la fine pluie tomber lentement sur le pré verdoyant, et elle réalisa, avec une sorte de surprise qui n'en était pas vraiment une, plutôt une reconnaissance persistante, qu'elle allait bien, pas heureuse au sens facile du terme. Pas apaisée, pas guérie de tout, pas débarrassée des cicatrices laissées par chaque lieu précédent, mais juste, au sens d'être ici, présente, les pieds sur terre, dans un lieu qui, sans qu'elle le demande, avait commencé à ressembler à quelque chose. Ruan arriva trempée à 9h du matin, ses bottes couvertes de boue et son chapeau ruisselant. Elle avait déjà apporté la serviette et le café chaud avant même qu'il n'ait eu le temps de commander. Il la regarda avec cette attention devenue une habitude entre eux, une attention qui n'était plus celle d'un patron envers son employé. Elle ne l'avait jamais été d'une certaine manière. Elle n'avait jamais été simplement cela. « Merci, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. » Il rit. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire ainsi, un vrai rire, un rire qui lui illuminait les yeux. Un rire qui semblait avoir été enfoui en lui pendant 2 ans et qui, par hasard ou par raison, avait enfin trouvé sa place. Elle se tourna vers l'évier pour qu'il ne voie pas ce qui arrivait à son visage, mais il l'avait vu. Elle savait qu'il l'avait vu. La semaine suivante,
par un après-midi sans histoire, Ruan arriva de la ville avec un vase de fleurs, pas des fleurs ornementales, pas des fleurs de fleuristes, des fleurs de celles qui poussent au bord des routes, ces fleurs jaunes qui apparaissent après la pluie sur n'importe quel terrain vague, et qui sont belles précisément parce que personne ne les a plantées. Il la posait sur la table de la cuisine sans rien dire. Elle regarda les fleurs. Elle le regarda. Il lui tournait le dos, ouvrant le réfrigérateur, faisant semblant d'être allé chercher autre chose. « Des fleurs au bord de la route, dit-elle. Ils étaient allons là. Je me suis dit que ça ferait bien sur la table. » Elle contempla le vase un instant, puis elle le redressa légèrement, trouva le bon angle et le laissa ainsi, au centre de la table, avec ce jaune qui semblait retenir un rayon de soleil. Je n'ai pas dit merci avec des mots. Mais lorsqu'il se retourna, elle le regardait avec une expression qui disait tout ce qui était resté tu ces derniers mois. Ce n'était ni une déclaration, ni une promesse, ni le dénouement d'une quelconque intrigue. C'était simplement l'expression sincère de quelqu'un qui avait trop longtemps vécu dans l'invisibilité et qui, à cet instant précis, dans cette cuisine embaumant le café et ornée de fleurs jaunes sur la table, avait enfin été vu. Il resta immobile pendant 1 seconde. Puis il fit un pas vers elle, ni rapidement, ni de façon spectaculaire, le genre de pas que l'on fait quand 2 personnes sont prêtes sans le savoir, et se tint devant elle à une distance à la fois trop proche pour être de l'indifférence et suffisamment éloignée pour être un choix. « Tu vas rester ?» demanda-t-il. Et il y avait dans cette question quelque chose qui n'était pas là lorsque Lucas l'avait posée. Elle portait la vulnérabilité d'un homme qui avait appris à craindre la réponse. Elle le regarda longuement. Elle pensa à la valise qui se trouvait au fond de l'armoire. Il pensa à Bento, Clara et Lucas. Elle pensa à elle-même, cette femme qui était arrivée dans cette ferme avec l'habitude de prendre peu de place et qui, mois après mois, sans vraiment s'en rendre compte, avait commencé à occuper l'espace qui lui appartenait. « Je l'ai déjà dit à Lucas », répondit-elle d'une voix à la fois calme et pleine, « depuis un bon moment déjà. » Il ne sourit pas immédiatement. Il continua de la regarder avec cette attention qui était devenue leur langage. Puis, finalement, son visage s'adoucit, non pas en un sourire facile, mais en cette expression si particulière de quelqu'un qui, tendu depuis trop longtemps, ne pouvait plus l'être. La pluie dehors avait cessé. L'odeur de terre humide filtrait par la fissure de la fenêtre. C'était la même odeur qu'avant. C'était, d'une certaine manière, l'odeur de la maison, une odeur qu'elle apprenait encore à nommer.